D'après-programme, il est temps de donner la parole à Patrick Rayou, voilà, pour une conférence plénière sur discipline, registre et contexte. Alors, juste un petit mot sur Patrick. Patrick Rayou est sociologue français spécialisé dans le domaine des sciences de l'éducation. Vous me corrigez, Alors, il est professeur émérite en sciences de l'éducation à l'Université Paris 8. Au cours de sa carrière, il a consacré ses recherches à l'étude des inégalités scolaires, des pratiques pédagogiques et de la sociologie de l'éducation. Il est reconnu pour ses travaux approfondis sur la question des inégalités dans le système éducatif français. Il s'est intéressé aux facteurs sociaux, économiques et culturels qui contribuent à perpétuer ces inégalités, ainsi qu'aux mécanismes de reproduction sociale à l'œuvre dans les institutions scolaires. Grâce à ses recherches, Patrick Rayou a contribué de manière très significative au débat sur les inégalités scolaires en France. Ces travaux ont permis de mettre en lumière les enjeux complexes de l'éducation et de proposer des pistes de réflexion et d'action pour une éducation plus juste et équitable. Il est auteur de nombreux ouvrages et articles scientifiques dans le champ des sciences de l'éducation. Parmi ses publications les plus notables, il faut noter notamment les inégalités d'apprentissage, programmes, pratiques et malentendus scolaires, publié en 2009. Les 100 mots de l'éducation, publié dans les éditions Que sais-je, en 2011. Sociologie de l'éducation, c'est édité par Que sais-je, encore une fois, en 2015. Et L'origine sociale des élèves, un ouvrage publié en 2019. Et aujourd'hui, comme j'ai dit, il présente une conférence autour de la question des disciplines, avec peut-être un regard sociodidactique qui porte sur cette question-là, en lien avec les contextes. Donc, à vous la parole. Bien, mais merci beaucoup pour cette invitation qui me vaut d'être devant vous ce matin pour essayer d'échanger. Alors, j'ai un peu résisté à Anas avant de venir, mais pas tant que ça quand même, parce que l'invitation était tentante. C'est la première ligne qui me faisait hésiter, parce que la didactique du français, c'est pas du tout ma spécialité. La deuxième m'a un peu rassuré, parce que les contextes d'enseignement, oui. Comme vient de le dire Anas, j'essaie modestement de travailler non pas à la création d'une nouvelle discipline, voilà, on est déjà un peu dans le vif du sujet, qui serait la sociodidactique, qui n'existe pas en tant que telle, à mon avis, qui n'a pas vraiment intérêt d'exister, sauf que peut-être dans un siècle, il y aura des congrès de sociodidactique à Harvard ou à Kenitra. Mais c'est l'idée d'un regard, en effet, qui essaie d'articuler point de vue sociologique et point de vue didactique, étant entendu que pour faire un portrait robot extrêmement caricatural, parfois, mais parfois seulement, les didacticiens se limitent au contexte de la classe, voire de l'intervention, et parfois, mes collègues sociologues se limitent à penser qu'il y a des transmissions de capitaux qui se font comme ça, sans rentrer dans le détail des disciplines et des apprentissages. Voilà. Donc c'est un peu sur cette ligne de crête pas très facile à tenir, parce que de ce fait, on peut se faire des ennemis chez les didacticiens et chez les sociologues, ce qui est quand même un double combat pas très agréable, mais ici, ça ne sera pas le cas. Donc voilà, c'était un petit peu la carte d'identité que je voulais présenter de moi et un peu de ce syndrome de l'imposteur que je continue de véhiculer, l'idée que est-ce que je fais vraiment ma place aujourd'hui, je n'en sais rien. En tout cas, nous allons débattre à la suite de mon intervention, mais aussi dans les couloirs et après, c'est là où les choses vraiment importantes se passent sans gêne. Je suivrai un plan parfaitement classique en 3 parties cette fois, où je voudrais faire un ensemble de flash sur la notion de contexte en éducation et dans la science de l'éducation. Alors, ce sera tout à fait superficiel et pas du tout exhaustif. Dans un deuxième temps, j'essaierai de vous présenter la petite machine que nous avons élaborée avec Elisabeth Gauthier en particulier, que je continue de travailler maintenant, sur la notion de registre d'apprentissage qui me paraît être un invariant que l'on peut promener entre didactique et sociologie. Je vais essayer de vous en dire un peu plus et de ne pas être trop confus. Et enfin, de mettre ça à l'épreuve, c'est le cas de le dire, à propos du commentaire de texte au baccalauréat, qui est un de mes derniers travaux de recherche, épreuve anticipée de français, en première en France, et qui, comme vous le verrez, mais comme vous le savez sans doute déjà, met beaucoup à l'épreuve les enseignants, l'institution, les élèves, qui sont assez malheureux de ce qui se passe. Et je crois
que le point de vue un peu croisé articulant entre sociologie et didactique peut permettre de comprendre pourquoi nous en sommes là et éventuellement de trouver des remédiations. Mais ça sera une approche épistémologique, comme l'a dit aujourd'hui Anas. Nous réserverons la praxéologie pour un autre collègue. Alors, d'abord, l'idée de discipline scolaire, quand j'ai commencé à rédiger mon diaporama, je ne savais pas que Bernard Chevy serait là, mais du coup j'ai maintenu ma diapositive, parce que moi je trouve tout à fait intéressante, je l'aurais dit même s'il n'était pas, donc il n'écoute pas, je trouve tout à fait intéressante, pour autant que je l'ai comprise, et peut-être qu'elle m'apportera la contradiction, en tout cas qu'il nuancera, cette manière de dialectiser la disciplination, comme espèce d'idéal général que l'on veut pour les élèves et qui est le propre du passage par la discipline, et puis aussi la disciplinarisation qui fait que nous sommes dans une discipline relativement bien circonscrite, avec une certaine tradition, avec derrière l'idée bien entendu de discipliner l'esprit, etc. Mais cette dialectique-là, elle n'est pas facile à tenir, et moi voilà, j'apprécie les approches qui sont capables de tendre ce fil entre le générique et le spécifique, je dirais, et qui noue un peu avec mon projet, avec mon propos liminaire sur les caricatures un peu de la sociologie et de la didactique. On voit d'ailleurs que des didacticiens s'emploient aujourd'hui à pluraliser le modèle un peu naïf de ce qui a pu être la version disciplinaire des premières approches didactiques. Alors bon, très rapidement Yves Reuter, qui préfère la notion de configuration disciplinaire, et qui à mon avis nous introduit déjà à la pluralité au contexte, et puis aussi prélevé dans les 100 mots d'éducation, qui est une manière de nous faire une publicité, ce n'était pas du tout convenu là non plus avec Anas, puisque Anne-Marie Chartier s'est livrée au défi redoutable de définir ce qu'est une discipline en quelques centaines de caractères. On dit voilà, elle doit avoir une légitimité scientifique, il faut qu'elle ait une valeur sociale, il faut qu'elle soit instituée, il faut qu'elle soit évaluée. Et donc tout ça sont des formes en effet de contextualisation qui font d'ailleurs que les disciplines naissent et meurent, comme par exemple la technologie ou les travaux manuels, qui a remplacé les travaux manuels en France, qui évolue. Le français enseigné depuis pas mal de temps maintenant sans latin et le grec, ce qui à une époque paraissait invraisemblable, ou qui résiste au savoir savant, qui ne connaît pas la physique-chimie, mais la biochimie ou d'autres reconfigurations scientifiques. Étant entendu d'ailleurs que lorsque nous regardons, mais beaucoup d'entre vous l'ont déjà dit et écrit, les disciplines, la transposition d'un point de vue un peu naïf, bien évidemment, ce serait croire qu'il existe quelque part des savoirs scientifiques eux-mêmes articulant en disciplines. Ces disciplines elles-mêmes passent leur temps à se reconstruire, à se restructurer, et pour les sociologues à rentrer dans des rapports de force, parfois, pour les mettre au curriculum, par exemple, ce qui ne relève pas de la pure et simple logique cognitive. Antoine Pro, que je cite rapidement ici, avait été l'auteur d'un rapport il y a quelques années, d'un programme stratégique de recherche en éducation qu'il avait remis au ministère, et dans lequel il disait les recherches en sciences de l'éducation, elles sont forcément contextualisées. Parfois, on ne les contextualise pas assez, selon lui, en tout cas à l'époque, parce que parfois elles ont eu, c'est un peu leur histoire, notamment à travers l'Institut national de recherche pédagogique, elles ont eu au début un caractère militant, ce qui fait que le contexte tendait à prendre le dessus, ou à l'inverse, il y avait une absence totale de contexte qui faisait qu'on pensait qu'on pouvait cloner d'une certaine manière, à partir du point de vue de la recherche, les pratiques des enseignants. Donc voilà, cette histoire de contextualisation qui fait trace dans la réflexion en France, notamment concernant cette histoire de contexte. J'ai trouvé en préparant aussi ce petit paragraphe d'une collègue espagnole, Ana Caballo, les résultats des études neuroscientifiques, qui étaient elles-mêmes neuroscientifiques, sur l'apprentissage, ne sont pas exportables à la classe. Nous disposons d'une information sur ce que fait un cerveau à travers un tube de résonance magnétique fonctionnelle quand il prend une décision, mais toute la complexité que contient un contexte d'apprentissage comme la classe nous échappe. Voilà, c'est là un débat très vif aujourd'hui sur ce qu'on appelle parfois la neuroéducation, la neuropédagogie, qui prétendrait transporter des résultats obtenus en laboratoire, c'est-à-dire de manière extrêmement décontextualisée, je veux dire en tout cas contextualisée en laboratoire, dans les situations réelles de classe. Voilà, je n'insiste pas. Dernier point que je retiens aussi, en essayant d'emprunter à plusieurs disciplines, je m'adresse là cette fois à la psychologie sociale, où les travaux de Monteil et Huguet en particulier
ont abouti à la notion de contexte cognitif de soi. Alors c'est une expression un peu bizarre, mais qui, si j'ai bien compris, veut dire que le contexte, c'est pas simplement quelque chose qui est extérieur à nous, qui serait une espèce de décor ou d'environnement auquel nous ne devrons rien, c'est quelque chose qui nous tisse. Et les expériences de psychosocial que Huguet montait, dont une est assez connue, je ne sais pas si vous la connaissez, je vous la rappelle rapidement, on montre à des élèves une figure, je ne sais pas s'il faut dire géométrique, assez complexe. Ils ont 1 minute pour la mémoriser et ils doivent après, une fois la figure supprimée du regard, la reconstruire. On a étalonné les résultats des élèves auparavant, donc on voit à peu près quelles sont leurs performances scolaires. On dit à un lot d'élèves que cette figure va donner lieu à une interrogation en art plastique et à d'autres élèves que cette figure va donner lieu à une interrogation en mathématiques. On voit que les bons élèves ou étiquetés comme tels ont de bien meilleures notes enfin bien une meilleure évaluation lorsqu'ils reproduisent la figure et qu'on leur a dit que c'était pour les mathématiques et qu'ils laissent un peu tomber la précision du détail s'ils pensent que pour les arts plastiques, discipline mineure, bien évidemment, on voit bien le poids que joue ici la perception des disciplines qui est évidemment bien au-delà de la valence cognitive de la discipline. Voilà pourquoi je propose ce petit appareil trinitaire qu'on avait appelé avec Elisabeth Gauthier, que nous continuons d'appeler les registres d'apprentissage, parce qu'ils nous paraissent avoir plusieurs vertus, mais aussi permettre de déglobaliser les disciplines, c'est-à-dire de voir en elles-mêmes qu'elles ne sont pas notamment que leur valeur cognitive, comme vous voyez que j'insiste un peu à le dire, mais qu'elles mettent en jeu ce que, faute de mieux et d'inventaire, nous avons appelé des registres. Et je ferai tourner ces registres à la fin, si je n'ai pas été trop bavard, sur la question du commentaire de texte au baccalauréat. Alors, pour nous, il y a un premier registre qui est cognitif, et qui caractérise l'école, en général l'école d'aujourd'hui, qui traverse les curriculums contemporains. Moi, j'aime bien parfois reprendre à Max Weber son expression de rationnel légal, parce que dans nos systèmes, on doit rendre raison de ce qu'on fait, de ses assertions, de la manière dont on réfléchit. Il y a une façon qui est propre à l'école de rendre compte. Là, parfois, on apprend à faire de la bicyclette en famille. Si des didacticiens vous apprenaient à faire de la bicyclette, vous n'y arriveriez jamais parce qu'ils découperaient les séquences et ça serait absolument impossible. Lorsque vous faites des travaux mathématiques sur la bicyclette, vous pouvez calculer le jeu de forces très complexe qui s'exerce quand vous vous penchez dans un virage, les forces qui s'exercent autour de la potence du vélo, etc. etc. Voilà. Là, nous sommes vraiment dans quelque chose qui est secondarisé, qui signe vraiment l'école comme cette capacité, cette nécessité à rendre raison avec des arguments partageables à d'autres. Voilà. Vous voyez bien que c'est notre école que nous aimons et dans laquelle nous nous reconnaissons. Mais ça n'est pas le seul facteur de contextualisation parce que c'est d'ailleurs ce qui rend difficile le fait que parfois les adultes disent mais au fond ce dont il s'agit en physique, en mathématiques, voire en histoire, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose, sauf que ça passe à travers des cultures disciplinaires différentes, et que pour les élèves, le fait de passer de l'un à l'autre ne va pas de soi, contrairement à ce que nous pourrions nous imaginer une fois que nous avons suffisamment épuré tous ces phénomènes auxquels nous nous sommes formés au long de notre vie. Il y a donc des cultures scolaires qui changent dans le temps. Moi, voilà, un de mes travaux d'études, c'est d'étudier ce que j'appelle les frontières de l'école et la porosité de la forme scolaire, en disant souvent que quand j'étais moi-même enfant à l'école, je savais que j'étais à l'école parce qu'il y avait une odeur d'encre particulière, il y avait des plumes sergent-major, on avait des blouses, il y avait des images d'Épinal, il y avait la balance Roberval, voilà j'arrête, parce que je pourrais être très nostalgique et long sur ce sujet-là. Vous rentrez dans les écoles aujourd'hui, les élèves ils sont habillés dedans comme dehors, ils promènent des objets dedans vers l'intérieur, ce qui met d'ailleurs à l'épreuve les directions d'établissement et les enseignants pour savoir ce qui est licite et qui ne l'est pas. Cette porosité-là fait que la culture scolaire n'est plus aussi évidente et que scolariser le monde pose des questions qui étaient résolues a priori il y a quelques décennies et qui ne l'est plus aujourd'hui. Alors, à mon avis, il ne faut pas s'en désoler, parce que ça veut dire aussi que c'est parce que l'école a gagné la société. Il ne faut pas voir que ce mauvais côté-là, et que les formes de reddition de comptes et de rationalité et de laïcité, dirais-je, se sont étendues à l'ensemble du social. Mais il y a une manière de contextualiser les disciplines qui a changé, et dans un laps de temps relativement bref, eu égard à la longueur de l'histoire de la forme scolaire. Il ne suffit pas d'avoir des schémas intellectuels, il ne suffit pas de couler ça dans des disciplines scolaires particulières, encore faut-il engager des sujets enseignants et élèves, et éventuellement aussi formateurs, bien évidemment,
Et nous savons bien, à la suite d'interactionnistes aux États-Unis comme Baker, que nous avons des clients idéaux. Il y a des sujets idéaux de l'école, par rapport auxquels nous avons tendance d'ailleurs à définir ceux qui n'arrivent pas à faire ce qu'ils devraient faire comme étant en manque. Il en manque ceci, ils n'ont pas cela, ils n'ont pas de base, etc. Nous avons cette espèce d'idéal-type, il est d'ailleurs intéressant de l'avoir, mais là encore, faut-il avoir l'esprit, de mon point de vue, que cet idéal de l'élève n'est pas le même d'une époque à l'autre, et que bien évidemment, les disciplines qui sont enseignées à des vrais élèves doivent prendre en compte le type d'élèves auquel on s'adresse et qu'on veut former, puisque il y a à la fois les curriculums définissent des objets d'études, mais ces objets d'études s'adressent à un sujet dans une dialectique qui n'a pas de fin. Alors, des didacticiens, je pense encore une fois Yves Rotter, ont, à mon avis, je ne sais pas si vous dites pris en compte, parce qu'il a fait ça avant même que moi je me mette à imaginer les registres, mais en tout cas nous nous trouvons dans une sorte de complicité là-dessus, lorsqu'il élabore la notion de conscience disciplinaire, manière dont les acteurs sociaux, et en premier lieu les sujets didactiques, élèves, mais aussi enseignants, reconstruisent telle ou telle discipline, l'idée qu'il y a une construction et une reconstruction permanente. Donc je crois que le dialogue est tout à fait possible sur ce terrain-là. Ça c'est un extrait de la thèse qui a éveillé beaucoup d'intérêt pour la didactique chez moi, de Christine Félix, sur la thèse en mathématiques, où elle veut voir comment les enfants apprennent leurs leçons le soir ou le lendemain, et comment ils font les exercices qui leur ont été donnés. Donc dans un autre milieu didactique, ce que je trouve tout à fait intéressant chez elle, c'est de dire, après tout, les devoirs du soir postulent une homogénéité des milieux didactiques entre le moment de la prescription, le moment de l'exécution et le moment de retour. Rien ne dit que cette homogénéité existe et qu'elle est la même pour tous les élèves, et là elle met le doigt, à mon avis, sur des phénomènes extrêmement puissants concernant la question des inégalités d'apprentissage, puisque c'est un peu la chose qui m'obsède. Petit passage, mais il ne devrait pas être trop long, ça se passe en troisième. Élodie, pour moi l'histoire c'est de la logique, c'est un événement qui en entraîne un autre, et donc il faut juste apprendre, se rappeler, et puis en histoire on ne peut pas s'entraîner, c'est pas comme en maths. Son collègue de la même classe, Camille, non, en histoire, si on a décidé de s'entraîner, on peut le faire, prendre des sujets de type brevet et les faire. Élodie, en maths on peut s'entraîner, car c'est juste des chiffres qui changent, en histoire c'est jamais pareil. On ne peut pas réviser, car on ne sait jamais sur quoi ça va tomber, ça change tout le temps. Rémi, mais c'est exactement pareil, c'est toujours la même façon de faire. 3 questions, 3 documents, 1 paragraphe. Ensuite, bien sûr, ce qu'il y a à l'intérieur des documents, ça change. Mais on peut s'entraîner, c'est toujours la même méthode, la même technique. Voilà, vous avez là 2 points de vue divergents de 2 élèves sur la même discipline, qui construisent de manière extrêmement différente. Et je renverrai là travaux que vous connaissez sans doute de mon collègue Stéphane Bonnery, qui montre par exemple que, cours de géographie, là où tel élève pense qu'aujourd'hui on a fait la carte du Massif central et que c'était le but de l'exercice, et que demain on fera peut-être la carte des Alpes, un autre élève dit non, aujourd'hui nous avons fait la cartographie. Et là il y a vraiment des abîmes qui s'ouvrent sous les pieds de ces élèves, avec cette difficulté qui est la leur de comprendre le spécifique sous le générique, de comprendre que les devoirs du soir, ça n'est pas s'acquitter de l'exercice numéro tant, page tant, mais commencer à intégrer des mécanismes cognitifs, etc., qui vont vous suivre toute la vie. Et aujourd'hui, la vie scolaire, vous en prenez pour une bonne vingtaine d'années, donc il vaut mieux avoir des appuis. Je proposerais bien au débat une notion qui a été développée par des interactionnistes de l'école Chicago, Baker, Gear, Hughes, qui ont développé la notion de perspective. Alors, à mon avis, elle complète utilement la notion de conscience disciplinaire, parce que ce que je crains un peu comme sociologue, c'est l'idée que la conscience disciplinaire c'est quelque chose d'individuel, on peut l'imaginer, et que l'idée de perspective, voilà, c'est l'idée de réponse collective apportée par des membres d'un groupe qui affrontent des épreuves communes. Lorsque j'avais fait avec Michel Fabre, Marguerite Alté, au début des années 2000, une recherche, au moment du rapport Pro d'ailleurs, sur l'hétérogénéité des étudiants de premier cycle universitaire, au moment où en France on a ouvert les universités, nous nous rendions compte que les enseignants, on demandait aux enseignants, bon, à quel moment datez-vous l'apparition des sauvages, on peut pas dire, des gens qui obtenaient un baccalauréat de masse, je dirais, et ils nous expliquaient que de fait ils avaient changé la façon de faire. Un petit bout là de Madame Lamarck, qui s'appelle Madame Lamarck, vous en doutez, ils sont censés avoir bien lu le TP avant, parce qu'on leur distribue un topo, donc ils sont censés avoir lu le TP, lu le topo. On leur pose, on fait une petite interrogation qui est un contrôle continu, et ils doivent répondre à des questions qui sont toutes bêtes, qui sont déjà dans le topo.
Pour ceux qui n'ont pas trop lu, je leur refais un petit rappel du topo, et ensuite on passe à l'observation des diapositives, et ensuite je leur fais faire l'observation des lames, mais en général je fais toujours. Je ne rentre pas directement dans l'observation des diapositives sans leur avoir expliqué. Je leur explique toujours un peu avant ce qu'ils vont voir et comment ça fonctionne, comment les tissus fonctionnent, quelle est la structure du tissu. Voilà. Nous sommes là dans un monde de secondarisation d'enseignement supérieur. Hein. La secondarisation est prise dans un sens différent de celui auquel je le prenais au début, dans lequel les enseignants ont dû, de proche en proche, s'adapter sous peine de mettre ces élèves complètement en échec. Et on voit bien que la discipline change. Beaucoup de ces chercheurs en biologie nous disaient, nous, notre légitimité, c'est la paillasse. Ce qu'on voudrait, c'est discuter de manipulation avec les élèves, etc. Mais ceux qui arrivent là, ils n'en sont pas là. Il faut donc tout un ensemble d'intercalaires avant qu'on les mette devant ce qui, pour nous, est la légitimité du métier et de la recherche. Un autre aspect de cette décomposition registre me paraît aussi quelque chose qui interroge la notion de détour que l'on préconise souvent en pédagogie. L'exemple que je vais vous donner est emprunté à la thèse de Marie-Sylvie Claude sur laquelle nous avons continué à travailler après et qui a donné lieu à cet article-là. Et elle partait de cette préconisation qui a été faite en français, qui était que si les élèves ont des difficultés pour faire de la lecture littéraire, comme nous pensons par ailleurs qu'ils ont des aptitudes pour lire les images, alors nous allons leur faire lire des images avec l'idée que ce détour va les amener à la lecture littéraire. Voilà. Il y a là un vœu extrêmement intéressant, mais aussi très pieux, qui suppose une homogénéité profonde, à la fois des signes qui sont en jeu, mais aussi des formes de réception culturelle des élèves. Hein. Et donc, elle démontre ça à partir de beaucoup d'éléments, mais de ce petit exemple que je vais prendre devant vous. Elle soumettait à des élèves des tableaux de peinture et des textes littéraires de la même époque et portant sur des sujets proches. Et un des résultats de sa recherche, c'est que les élèves sont beaucoup plus prolixes, tous milieux sociaux confondus, hein, sur la peinture que sur la littérature. Hein. Ils lisent beaucoup plus, ils fictionnalisent davantage. Pour quelles raisons? C'est les mêmes élèves, c'est des thématiques proches. Et ouais, les élèves, toujours quand on ne sait pas, on demande aux élèves, ils disent. Voilà. Ce tableau est intéressant parce que voilà, il s'appelle la nativité ou le nouveau-né. Hein. Déjà, il y a une ambiguïté dans la dénomination, d'autant que de la tour n'a pas mis là de symbole religieux. Il n'y a pas d'auréole, il n'y a pas les marqueurs hein, qu'on peut avoir dans des tableaux qui montrent la nativité et qui font que les élèves, voilà, ça c'est la naissance de Jésus. Sarah, non, moi j'aurais dit n'importe quelle naissance. Ça dépend de la personne qui regarde, c'est les deux. C'est un commencement, c'est une naissance, il y a la lumière, les dames elles le regardent, c'est le sang, c'est un espoir, c'est l'espoir. Mais il n'y a pas de manière de comprendre, mon enquêtrice. Les élèves, sur un texte, non, un texte, non. Dans le tableau, il y a les couleurs qui nous annoncent, les sentiments, la joie. Et comme il y a des couleurs, chacun fait des hypothèses. Odile, seconde. Le tableau, c'est selon la personne. Ce qu'elle ressent, ça dépend de la sensibilité de la personne. Elle va voir les couleurs, les dessins, comment c'est fait. Un texte, les mots sont les mêmes. Ils veulent dire la même chose pour tout le monde. Sur un tableau, c'est nous, notre imagination. Nous, on interprète par rapport à ce que nous, on pense. C'est-à-dire que le tableau, c'est notre opinion, alors qu'un texte, c'est l'opinion de l'auteur. C'est ça qu'il faut dire en commentaire. Dans une peinture, c'est plus facile, on est plus libre. Amélie, sur le tableau, il n'y a rien d'écrit, c'est à nous d'écrire, alors que sur le texte, il y a ce qui est écrit. On a des kilomètres, hein, comme ça. Dans un tableau, on ne peut pas savoir exactement ce qu'il pense, alors que dans un texte, c'est écrit. Dans les textes, on a des mots à comprendre, alors que sur un tableau, c'est nous qui allons écrire, qui allons dire, allons écrire, qui allons porter notre jugement. Mouloud, on peut plus se lâcher sur un tableau que sur un texte. Vous pourrez continuer, mais je trouve que ce qui est intéressant ici, c'est de voir que toutes sortes de raisons qui tiennent à la fois au registre identitaire et quel sujet suis-je qui s'autorise à dire des choses différentes sur la peinture et pas sur la littérature, quel est le poids culturel des arts plastiques dans le système éducatif français et celui du coefficient de la note au baccalauréat. On peut imaginer que le poids de l'évaluation, comme on le verra dans peu de temps sur le commentaire, est extrêmement fort. Il va modeler le rapport et à terme la conscience disciplinaire dont nous parle Yves. Dernier point, l'épreuve du commentaire au baccalauréat. Alors vous voyez
je n'ai pris que quelques exemples, mais si vous tapez sur Internet quelque chose qui va avoir un rapport avec l'épreuve au baccalauréat, vous avez une littérature absolument surabondante, de guides, de conseils, d'annales, de tout ce qu'on peut imaginer, qui vont vous dire comment faire de manière immanquable le commentaire au baccalauréat pour avoir une très bonne note. Je trouve que regarder une discipline par les épreuves à l'aide desquelles elle est certifiée est intéressant. Alors évidemment, le baccalauréat n'évalue pas tout. Il y a aussi un oral du baccalauréat dans lequel les résultats sont un peu différents de ce qu'il y a à l'écrit. Là, évidemment, nous sommes sur l'écrit. Les élèves sont à l'épreuve de la discipline, et la discipline se fait d'elle-même. Alors, pour sortir un peu l'artillerie lourde sociologique, j'essaie d'analyser ces phénomènes-là, notamment dans les cadres que nous a proposé un des fondateurs de la sociologie curriculum, Basil Bernstein, et qui, reprenant lui-même Durkheim, dit voilà, Durkheim avait montré qu'il y avait une solidarité organique individualisée, mais aujourd'hui, alors ça c'est dans les années, la moitié des années 70, où il a cette vision assez anticipatrice de ce qui est en train de se passer, il y a une solidarité organique personnalisée. Je le fais rapidement. Le sujet est encouragé au cours du processus de socialisation à extérioriser une plus grande part de lui-même, à se manifester dans ce qu'il a d'unique. Voilà, l'école avant, pour dire les choses rapidement, elle a essayé de faire en sorte que les enfants soient à peu près les mêmes. Aujourd'hui, elle essaie de faire en sorte qu'ils soient tous différents, et elle travaille cette différence. Il y a eu des travaux en France, comme ceux d'Éric Plaisance, par exemple, sur la maternelle, ces années 70 qui ont été le moment d'une explosion, d'une floraison de l'expressivité des enfants, qui n'étaient jamais assez créatifs, assez artistes. On est revenu un peu aujourd'hui dans un autre sens où on commence à préparer le baccalauréat de la maternelle, mais il y a cette espèce d'alternance et de marque contemporaine d'un appel à l'expression de l'individu. Alors pourquoi ça? Parce que les thématiques contemporaines du sujet lecteur, que vous n'êtes pas sans connaître, me paraissent elles-mêmes émarger à ce grand mouvement qui dépasse la discipline française, puisqu'il y a aujourd'hui une géographie expérientielle, puisqu'on a fait la main à la pâte dans les disciplines expérimentales. Cette manière pour le sujet de s'impliquer plus directement et plus profondément, je crois, est une ligne de déclinaison, d'organisation des disciplines à des degrés ou à d'autres, à des vitesses ou à d'autres. Quelques éclairages là de la part de didacticiens de la littérature. Alors là, c'est Bertrand Bonnet. Dire de la notion de la lecture littéraire qu'elle est un outil didactique, c'est signaler son intérêt, sa productivité dans la recherche didactique concernant l'enseignement de la littérature. Pour autant, ce n'est pas là un concept construit de manière consensuelle dans le champ. Nul ne saurait définir, sans se voir opposer une autre définition, ce qu'est une lecture littéraire. Il faut insister ici sur son statut de notion heuristique, en ce qu'elle permet d'interroger l'acte de lecture, scolaire notamment, et de concevoir un enseignable qui ne soit pas seulement le texte et ses divers contours, mais la relation texte-lecteur. Il me semble qu'il y a une manière qui doit faire à peu près un consensus dans la communauté de réévaluer les relations texte-lecteur. On peut trouver ça aussi sous la plume de Gérard Anglade, la prise en compte du discours singulier. Je passe rapidement parce que ces textes vous sont mieux connus à vous qu'à moi. Ou bien de Brigitte Rouichon qui dit c'est le projet de déplacer l'enseignable du texte aux interactions texte-lecteur. On n'enseigne plus la littérature comme on l'enseigne autrefois, on enseigne une certaine façon de lire qui est une manière aussi d'enseigner, je pense, la littérature. Alors, le commentaire de texte se trouve soumis aujourd'hui à beaucoup de pressions, d'injonctions qui font que quand nous interviewons, et ici Claude, des enseignants ou des élèves ou des inspecteurs, ils font état d'une sorte de feuilletage aujourd'hui de cet exercice. Il y a d'abord l'attente la plus surplombante, pour reprendre les termes du Chevalard, de la noosphère nationale et internationale en matière de formation, notamment de formation éthique. La littérature vise une formation éthique, elle l'a sans doute toujours fait, mais cette chose-là est peut-être affirmée davantage aujourd'hui. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez surplombant, mais il y a d'autres éléments.
Une inspiration par des paradigmes eux-mêmes changeants et sédimentés. Parce que quand on essaie de regarder l'état actuel des débats sur les paradigmes de la lecture littéraire, on se rend compte que, comme le disait Bertrand Donnet, il n'y a pas accord. Mais non seulement il n'y a pas accord, mais il y a une sorte de sédimentation de ces choses-là qui font qu'on peut toujours se référer à juste titre ou un aspect ou un autre dans un débat sans être contredit, je dirais, par le fait que ça n'existerait plus. Donc des paradigmes, des théories de la littérature et de pratiques littéraires, oui, parce que non seulement, bien évidemment, il y a la lecture littéraire, mais il y a aussi les critiques littéraires qui sont, comme dirait Martinon sans doute, une pratique sociale de référence qui inspire aujourd'hui aussi les théories du sujet lecteur et des commentaires savants pour la transposition externe et pour la transposition interne. Les transpositions en question, eh bien, elles sont peu évidentes. La transposition externe, parce qu'il y a peu de normativité de prescription, nous semble-t-il, sur la lecture enseignée, parce que les paradigmes sont mélangés et sédimentés, c'est en tout cas l'hypothèse que nous faisons. Et transposition interne aussi, parce qu'il y a, ce que nous avons cru comprendre dans notre enquête, une discontinuité entre les écrits d'appropriation, par exemple, qui sont recommandés au moins depuis le collège et encore en classe de seconde, où les élèves tiennent des carnets de lecteurs, etc., et le fait qu'à un moment donné, l'épreuve de première met un peu fin à tout ça, et beaucoup d'élèves nous disent, le français, il y a le français avant la première et il y a le français en première. Et ce n'est pas le même, parce qu'en première, il s'agit d'avoir le baccalauréat, et on voit bien, je crois qu'on va le voir, comment ça contraint leur manière d'être au texte. Dernier élément, dont je viens d'ailleurs de parler, il y a un poids du commentaire comme pratique scolaire qui phagocyte les autres formes métatextuelles au lycée, plus ou moins adaptées à ces paradigmes. C'est le propre des disciplines, en France en particulier, qui veulent tout être évaluées au baccalauréat, sinon elles n'existent pas, mais en même temps qu'elles sont évaluées, bien évidemment, elles risquent de perdre au passage, parce que quand on est évalué, on est dans quelque chose qui est de l'ordre de la certification, la construction de la carrière, on commence à remplir Parcoursup, voilà, il y a toutes sortes de scories qui sont un peu étrangères à la discipline elle-même, mais en fait qui constituent la discipline réelle. Voilà, j'ai un tout petit quart d'heure pour vous présenter, si je compte bien, cette enquête-là. Donc c'est une enquête par entretien semi-directif, alors on les appelle outillés, parce qu'on montre aux élèves et aux enseignants des copies qui avaient été choisies, des vraies copies de baccalauréat qui avaient été choisies par le jury d'harmonisation de l'Académie de Créteil en l'occurrence, et donc copies contrastées qui ont fait à un moment donné à peu près accord sur le fait qu'il y avait des bonnes copies et des copies moins bonnes. Donc nous leur montrons et nous leur demandons de les évaluer, étant entendu que comme nous interviewons les élèves en terminale, ils avaient passé les mêmes épreuves à la session, on les prend en septembre, ils avaient passé à la session de juin, donc c'était encore assez frais pour eux, et ils avaient une forme d'expertise sur ce qu'ils estimaient qu'il fallait mettre ou ne pas mettre dans la copie. Oui, de toute façon, je suis en train de paraphraser ce que je lis, mais d'après Bertrand Donnet, la paraphrase, c'est pas si mal. Enseignant comme élève avait eu connaissance du sujet. Alors, nous avons, à partir du corpus constitué, imaginé une typologie. Alors, ce qu'on va voir, c'est pas les élèves ne correspondent pas à la typologie. Comme toujours, la typologie, c'est des logiques pures. Mais évidemment, les élèves émargent très souvent à plusieurs, de façon alternative, voire simultanée, à ces logiques. Nous avons distingué, concernant les enseignants, le préparateur évaluateur à l'épreuve du baccalauréat, et concernant l'élève et le candidat. Un autre type logique, c'est l'enseignant et l'élève, et un autre type logique plus rare, c'est la personne lectrice, qu'il s'agisse de l'élève comme de l'enseignant. Alors là, du mal, là, donc je vais tourner. Dans la colonne voilà, donc candidat, préparé, évalué, etc. Dans la colonne de gauche, alors vous avez à chaque fois la tentative de faire jouer les registres, cognitif, culturel, identitaire, on va le retrouver sur les trois types. Il s'agit pour l'enseignant d'un point de vue cognitif de former aux attendus, et pour les élèves de surmonter une épreuve. Dans le registre culturel, il s'agit... Oui, merci, j'ai oublié ce détail. Dans le registre culturel, il s'agit de donner des trucs et de respecter les règles pour les élèves. Dans le registre identitaire, c'est ce que nous appelons l'identitaire symbolique,
de préparer à l'épreuve et pour l'autre de supporter l'épreuve. Alors vous avez là quelques verbatims qui sont évidemment qui pourraient être différents, il pourrait y en avoir d'autres. Enseignante Élise, une bonne introduction et à chaque fois des citations, l'organisation, les attendus, à savoir citation, identification et essayer d'en voir les effets. En tout cas, de relier ça à une forme d'interprétation. C'est fait, mais j'ai l'impression qu'on est plutôt dans un simulacre. Alors voilà, nous avons beaucoup d'enseignants mal à l'aise dans le registre de la préparation, parce qu'ils vous disent, je vais donner là tous ces éléments qui vont permettre, introduction, etc., de se tirer de l'épreuve, mais j'ai l'impression que c'est quand même un peu un simulacre. Cette expression de fausseté, de simulacre, revient assez souvent dans la propos. Du côté des élèves, Adèle, sans figure de style, on ne risque pas d'avoir une bonne note. Des métaphores, des hyperboles, les antithèses, les termes, des trucs comme ça. Quand on lit un texte, du coup, on ressent les choses, et à mon avis, c'est un peu obligé que ça se ressent un peu dans les copies. Comme si le ressentiment était une chose qu'il fallait absolument refouler. Faut aussi trouver d'autres éléments plutôt que nos impressions sur les personnages. Et aussi, des fois, notre invention, elle peut être fausse, parce que, donc, faut pas trop se reposer dessus, quoi. Beaucoup d'élèves nous servent dans ces entretiens des masses de figures de style qu'ils ont mémorisées afin de les restituer au baccalauréat, avec l'idée que ça serait bien le diable si on n'arrive pas à les resservir, avec l'idée que ça ne percole pas avec leur propre lecture du texte, mais on n'est pas là pour ça, on est là pour avoir le baccalauréat. Nathalie, sur le plan culturel, je me sens surveillé un peu, pas dans le sens, je me fiche de ce qu'on pense de moi, mais j'ai peur que ça retombe sur les élèves. Alors que si tu fais quelque chose de très classique, tu sais que ça sera jugé classique par quelqu'un qui ne l'est pas, mais ça ne sera pas pris pour autant comme un défaut pour les élèves. En tout cas, ça ne sera pas pris contre les élèves, j'ai peur de l'inverse. Manière pour les enseignants d'imaginer qu'il y a des correcteurs qui ne sont pas aussi ouverts d'esprit quand même, bien évidemment, et que donc, alors même qu'on n'est pas tout à fait d'accord avec la façon de faire, on va soi-même émarger à tous ces attendus culturels supposés de la discipline. Sébastien, j'irai un peu plus vite après, on doit respecter les règles qu'on a apprises dès le plus jeune âge. Par exemple, au collège, les règles doivent être bien carrées. C'est toujours la même chose qui revient un petit peu. On est juste noté sur notre répétition, en fait. C'est vraiment mécanique, en fait. Sur le plan identitaire, Charlotte, on se sent pris en tenaille, en permanence, entre ce qu'on devrait faire, au sens pour l'examen, et ce qu'on fait. Moi, je le vis comme une pression terrible, vraiment, et je ne suis pas la seule. On est le 3 octobre, j'ai déjà une boule au ventre en me disant que je serai en retard. Moubina, juste en décrivant le texte, je pourrais avoir un 13. Que si j'interprète, je vais avoir 10. Je stresse trop. Du coup, j'essaie de rester dans le contexte que de raconter n'importe quoi et qu'à la fin, ça ne vaut pas mieux qu'un 10. Je vais parler plusieurs fois de sa promenade, je vais peut-être citer tout ce qu'elle dit, enfin, pas tout, mais les choses les plus importantes. Mais je vais rester dans sa promenade, je ne vais pas dire oui, elle était, oui, non, peut-être que je vais évoquer sa liberté, mais vous voyez, moi je préfère rester sur le sujet que, etc. Donc beaucoup d'entretiens et de modes d'expression de ce type-là, si l'on regarde, et je vais aller plus vite pour pouvoir aller au bout, sur le rapport cette fois professeur-élève, alors nous l'appelons professeur-élève, parce que professeur-élève, ça veut dire que dans la temporalité, les enseignants nous disent qu'ils ne sont pas là que pour préparer l'épreuve du baccalauréat, ils sont quand même là pour préparer un élève sur la durée et pour lui donner des bases relativement stables, et de la même manière, les élèves acceptent aussi de se situer dans une chronologie plus étendue, plus distendue, avec apparemment une moindre pression de l'épreuve du baccalauréat qui fait vraiment la différence, tant pour les préparateurs que pour les candidats. Voilà. Donc quelques mots sur le cognitif. Je pense quand même que l'objectif du cours de français, c'est entre autres de leur permettre de mesurer à quel point lire élargit les horizons et permet de se questionner sur soi et sur les autres. Mais je ne pense pas que ça puisse se faire autrement que pour une bonne compréhension du texte. Voilà. Là, nous sommes sur une vision du texte qui a un sens en lui-même et dont le but de l'enseignant est de faire en sorte que ce sens soit accessible aux élèves et pour lesquels on va les aider. Et d'ailleurs, les élèves apprécient. Schretka, je me demande surtout qu'est-ce qu'il veut nous dire, pourquoi il écrit ça, qu'est-ce qu'il veut nous faire passer comme message. Voilà. C'est des élèves qui pensent qu'il y a des messages dans les textes et que le rôle des élèves, alors c'est autre paradigme didactique, est de restituer ce texte.
Je pense que pour le correcteur, ça doit être énervant de lire, enfin, qu'on croit que c'est un monsieur alors que c'est une dame, et de dire « Ah, l'écrivain, enfin... » Et tu penses que ça doit être énervant? Ouais, quand on voit plusieurs copies à la suite, je sais que ça doit être agaçant, je pense. L'élève fait allusion ici à quelque chose qui s'est passé en 2019, où est tombé au baccalauréat un texte d'André Chédid, qui a désarçonné les élèves de 2 points de vue. Le premier, parce que c'est un poème en prose pour lequel on ne peut plus appliquer les figures de style classique, et là ils sont extrêmement embêtés. Et le deuxième, c'est parce qu'ils n'ont pas vu que c'était, malgré l'homophonie, que c'était une femme et non pas un homme, et ils sont convaincus qu'ils vont avoir une très mauvaise note à cause de ça, ce qui est évidemment pas vrai, mais ça en dit long, on va dire, sur la façon dont ils perçoivent le culturel de la discipline à ce moment-là. J'y reviendrai, parce que ça donnait lieu à une pétition extrêmement importante sur ce thème-là. Voilà. Concilier, outiller pour comprendre, utiliser les outils de compréhension, former un lecteur modèle sur la durée, avoir confiance dans le professeur. Schreppka, moi, le comprendre toute seule sans qu'on m'explique, je pense que j'y arriverai. Je ne pense pas que j'y arriverai. J'ai besoin du prof pour comprendre le sens. Avec les explications du prof, je me disais, ah bah oui, bah c'est ça en fait. Type plus rarement incarné, qui est celui qui est de 2 personnes lectrices, faire partager sa joie de lecteur, d'un côté donner du sens au texte et s'épanouir. Voilà, donc là nous avons Mathieu, il n'y a pas de vérité sur un texte. Vouloir systématiquement emmener l'élève vers comme ce qu'il faut aujourd'hui écrire en noir, sur un texte d'un point de vue épistémologique, c'est le faire passer à côté non seulement de l'exercice, mais aussi d'abord et avant tout des textes. Astrid, élève, il ne faut pas faire des listes de procédés. Elle fait beaucoup de listes. Elle part de l'élève dont elle lit la copie. Elle fait beaucoup de listes. À chaque fois, elle a la citation à l'appui à la fin. Mais c'est vrai que si on enlevait tous les mots de liaison qui fait que ça fait des phrases, peut-être qu'en fait on se retrouverait avec une liste. J'aurais pas donné procédé par procédé. Elle fait limite un cours de français, mais ça reste froid. En parler d'un seul coup, avec une passion et quelque chose qui est détaché de faire le robot élève, des fois aussi ça plaît un peu plus. Voilà. Donc il ne faut pas faire le robot élève. Et Oksane, qui voit dans Destination Arbre des choses qui ont rapport avec ces non-racines d'immigrés, ses difficultés à survivre dans la périphérie parisienne, dit ce poème, par exemple, fait part d'une personne qui ne se sent pas à sa place, ça me touche. Parce que moi, par exemple, rien que par rapport à ma couleur, des fois on me juge et on pense que je ne suis pas civilisé. Voilà. On avait donc des aspects extrêmement différents, de manière de prendre l'exercice et de le valider, qui nous paraissent intéressantes et qui m'amènent directement à ma conclusion pour aller dans le temps. Le premier point de vue, c'est cette histoire de malaise dans le commentaire. Alors, la pétition qui, de juin 2019, a donné lieu à 54 116 signatures sur la plateforme change.org, ce qui est absolument considérable. Elle est portée par un élève qui a pris le pseudo de Jean Valjean, qui se veut le vengeur des élèves qui ont été abusés cette année-là par le fait qu'on a donné un texte supposé poétique, mais pas sous forme poétique classique, et dont l'auteur est quelqu'un qui a un prénom masculin mais qui n'est pas en réalité une femme. Donc vous voyez l'agression dont on est victime et qui justifie l'intervention dans l'espace public. Ça aussi, je trouve que c'est nouveau par rapport à la question de la porosité de la forme scolaire. On contourne le recours intérieur, qui d'ailleurs est tout à fait faible puisque les commissions sont souveraines, et on essaie de porter devant le ministre de l'Éducation, ça a donné lieu à un nombre de tweets absolument considérable, d'échanges sur les plateformes diverses et variées, pour montrer la perversité d'enseignants qui se permettent de demander de réagir à un texte pour lequel on a tout fait pour qu'on ne puisse pas le comprendre. Ça n'est pas terminé, puisqu'en 2015, il y avait déjà eu un texte de Laurent Godet, Le Tigre Bleu, qui avait fait l'objet d'une pétition, Le Tigre Bleu de l'Euphrate. Des élèves disaient on n'a pas le droit parce que l'Euphrate, on ne sait pas si c'est un vrai tigre ou si c'est le Tigre, le fleuve, voilà, et donc on essaie de nous tromper. Et il y a eu la plus récente en date, en 2022, un extrait du roman de Sylvie Germain, Jour de colère, a été proposé au bac de français. C'est un extrait, ça, d'un journal, je ne sais plus lequel. Depuis une semaine, des milliers d'élèves de première se déchaînent sur les réseaux sociaux, sur l'extrait en question et sur l'auteur, avec des propos souvent injurieux et parfois menaçants. Merci.
Tout à fait terminé. Votre supplice va bientôt s'achever, donc pour quelques minutes. Le deuxième point de cette conclusion que je voulais développer, c'est l'idée que, et c'est là où le croisement entre sociologie didactique, à mon avis, est possible et fécond, c'est l'idée d'intégrer ces réflexions-là dans une démarche qui ne soit pas simplement disciplinaire, mais curriculaire, puisque ce que nous a appris, je crois, les approches en termes curriculaires, alors je ne prends pas la curriculum au sens administratif du curriculum vitae, qui au sens propre signifie un parcours d'école, mais l'idée que, pour employer les mots de Weinstein et un certain nombre d'autres, les contenus scolaires qui sont mis dans des programmes sont socialement construits, et donc triés et choisis, socialement distribués, puisqu'on ne va pas faire du français avec les mêmes coefficients à de mêmes élèves, à différents niveaux, etc., etc. Et évalués, là aussi les critères d'évaluation font partie de construction sociale. Il n'y a évidemment pas d'évaluation pure. Donc, les registres là-dessus, je crois, permettent de mettre un peu d'ordre, parce que le cognitif se déploie dans des continuités relatives. Alors, je n'insiste pas là-dessus. J'emploie ça à une collègue, ce terme à une collègue, Elsie Rockwell, une anthropologue canadienne, qui montre que les systèmes scolaires, ils ont une continuité relative qui font qu'à certains moments, on forme des guerriers, on forme des religieux, on forme des intellectuels, on forme, et que donc ça nourrit les modes d'argumentation que l'on veut développer. Le culturel scolaire, il est façonné par des disciplines, comme j'ai dit, qui se modèlent, voire apparaissent ou disparaissent, et l'identité symbolique aussi, je ne fais que répéter ce que j'ai dit au début, est aussi fonction de ce que sont les sujets. Aujourd'hui, la question de savoir quel est le sujet de l'Anthropocène, quel est l'homme qu'on veut former à une époque où la survie de la planète devient un enjeu beaucoup plus important qu'il ne l'a jamais été. Il y a là quelque chose qui, à notre avis, interroge les curriculums. Je crois avoir vu dans le café pédagogique d'hier les signatures d'une association de profs de sciences économiques et sociales qui disent qu'il faut absolument que les programmes intègrent désormais cette dimension. C'est un peu d'autres citoyens que l'on veut former. Comment faire? Eh bien, je laisserai sur quelque chose qui est beaucoup plus intéressant que ce que je vous raconte, qui est un petit bout de texte de Brunner, qui, à mon avis, donne des clés pour être capable de comprendre ce passage entre les types de culture et la culture scolaire et d'éviter ces coupures paradigmatiques qui font qu'on ne voit plus très bien à quoi ressemblent les disciplines. Je trouve intéressant cet exercice qu'il propose. Proposer à des adolescents de découvrir une douzaine de reproductions des grandes peintures représentant l'Annonciation, où l'ange annonce à la Vierge qu'elle est appelée à être la reine des cieux. Demandez-leur, à partir de ces différentes peintures, d'imaginer ce qui a dû se passer par la tête de Marie, dans ce tableau où elle ressemble à une princesse hautaine de la Renaissance, dans cet autre où elle ressemble à l'humble Marthe, ou dans cet autre encore où elle a plutôt l'allure d'une jeune femme effrontée. Il est étonnant de voir à quelle vitesse les adolescents franchissent le fossé qui sépare le deuxième monde subjectif de Popper du troisième monde objectif, ça on fera ça une autre fois. L'enseignant, avec des exercices de ce genre, aide les enfants à aller au-delà de leurs propres impressions pour rejoindre un monde passé qui sinon leur resterait inaccessible, bien au-delà de ce qu'ils savent. Voilà, Brunner s'appuie là-dessus sur ce qu'il appelle les théories de l'esprit, c'est-à-dire que les bébés, on le sait, accordent très tôt aux adultes le fait qu'ils ont eux-mêmes un esprit comme eux, qu'il y a une sorte de réciprocité. Et si les disciplines étaient cette stabilisation intersubjective, plutôt que des choses tombées de n'importe où et vitrifiées à jamais, c'est peut-être là une piste à emprunter, en tout cas, sur laquelle j'aurai plaisir à échanger avec vous, et qui, à mon avis, développe une notion, légitime, une notion puissante chez Brunner, qui est la notion d'étayage, qui devrait, je crois, de mon point de vue, être très fortement associée à ça. Merci pour votre écoute, j'espère ne pas vous avoir trop laissé. Cet exposé est très enrichissant. En fait, moi, je redécouvre la sociodidactique à travers mon discours. Parce que moi, l'image que j'avais de la sociodidactique, c'est juste une sociologie appliquée à la didactique du français. Là, je vois à travers ton exposé qu'il s'agit plutôt d'une sociologie qui se nourrit de la didactique du français et qui, effectivement, reprend certaines notions, certains concepts pour interroger des faits d'enseignement-apprentissage, des contextes d'enseignement, des pratiques enseignantes.
Et je pense que ce basculement est très important. Et je reviens au mot d'ouverture. Donc j'ai parlé d'un changement de focal, c'est-à-dire d'un basculement vers la question de la discipline. Et là, pour relancer le débat, on peut poser la question suivante. À quoi sert la discipline? À quoi sert la notion de discipline? Pour justement pouvoir interroger la question des contextes. Voilà, donc le débat est ouvert. Et d'ailleurs, c'est ta conclusion, la conclusion de ton exposé, en fait. Donc la discipline, c'est une notion qu'on utilise tout le temps, mais est-ce qu'on sait ce que c'est que la discipline voilà, véritablement? Et comment la sociologie, en empruntant à la didactique justement cette question, peut-être que c'est l'inverse, c'est la didactique qui a emprunté à la sociologie cette question des disciplines, mais en fait, elle a transformé pour pouvoir interroger les pratiques, les contextes, comme j'ai dit. Alors, alors on peut peut-être... oui, alors moment de débat. Vous avez des questions? On va peut-être prendre 2 ou 3 questions, parce qu'il y a un moment qui est prévu pour les débats et les discussions à la fin de la conférence de Bernard. Donc 2 ou 3 questions, et puis c'est la pause. Merci, cher ami Enes. D'ailleurs, je tiens à remercier et à féliciter tous les organisateurs qui ont veillé à cet événement d'une grande importance. Moi, je voudrais en fait aborder avec vous, puisque vous êtes un sociologue, il y a cette dimension de sociologie, je voudrais aborder avec vous, en fait, et en parlant du contexte marocain, je voudrais aborder avec vous, en fait, les langues maternelles, c'est-à-dire l'apprentissage de la langue étrangère, parce qu'au Maroc, le français c'est une langue étrangère, en passant par les langues maternelles. On sait très bien que au Maroc, l'élève marocain, en fait, d'ailleurs l'enseignant aussi, s'oppose à cette difficulté en fait qui consiste à, pour pouvoir parler dans une classe de français en français, il est obligé c'est-à-dire de passer par la langue maternelle. Donc ça c'est la première, je voudrais avoir votre point de vue dessus. Merci. Alors, je continue. Merci beaucoup, Patrick. Voilà, c'est toujours très, très, très nourrissant pour, je pense, les didacticiens que nous sommes de t'écouter. Alors, 2 petites réactions auxquelles tu m'as fait penser, et une question qui découlera de la deuxième. Je trouve ça très intéressant que tu ailles regarder la façon dont l'épreuve du baccalauréat a suscité des remous dans la société. Parce qu'en fait, je l'ai observé, j'en ai rien fait. Ouais, c'est vraiment intéressant. Alors que normalement, ça devrait dire quelque chose de la discipline que j'interroge et que j'analyse. Et j'en ai strictement rien fait à cette époque-là, si ce n'est de me dire à chaque fois, ben voilà, quand les femmes arrivent au baccalauréat, ça provoque des remous, parce qu'André, on n'a pas compris que c'était une femme, donc beaucoup de réactions. Et puis la dernière, on estime que son texte est trop compliqué, mais il est trop compliqué. Pourquoi on ne se serait jamais permis de dire que Chateaubriand est très compliqué ou que Proust est illisible. Donc c'était les réactions que j'avais eues, mais en t'écoutant, je me dis, ça donne vraiment ce que tu éclaires, je trouve, c'est la distance entre la discipline telle qu'elle est enseignée, telle que les enseignants veulent l'enseigner, telle que les élèves la reconstruisent, et puis cette tentative de faire évoluer, en restant très traditionnelle, l'épreuve du baccalauréat, avec tous les remous politiques que ça pose à chaque fois, entre du traditionnel, faire entrer la littérature contemporaine, ça pose de vraies questions, parce qu'en fait on ne les prépare pas du tout à ça. Et donc dès qu'on fait un petit pas de côté, alors que les enseignants disent eux-mêmes qu'ils veulent le faire, ce pas de côté, ils ne se l'autorisent pas, l'épreuve l'autorise, à chaque fois que l'épreuve l'autorise, ça crée des tensions sociales que je trouve très intéressantes pour voir la place de la discipline dans la société. En tout cas,
française, mais vous nous direz au Maroc comment ça se passe. La deuxième réaction est une question à laquelle qui prolonge en fait déjà les discussions qu'on avait eues un peu l'année dernière. Cette différence qui est opérée par les élèves entre texte et image, je la relis aujourd'hui avec cette idée que Yves avait essayé de définir la discipline à partir de ce qui était le noyau et ce qui était périphérique. Et si on prend ce cadre-là, ben le texte, il est peut-être, même s'il n'a jamais réussi à le définir, hein, il le dit lui-même, peut-être que le texte, pour les sujets didactiques, il est dans le noyau de la discipline, et tu le montres bien, il fait partie du cœur même de l'enseignement du français au lycée, alors que l'image, elle est véhiculée à l'école, ce qui n'est pas le cas partout, dans tous les domaines, comme étant plus facile. C'est-à-dire que elle arrive aux élèves et aux enseignants comme étant plus facile et à la périphérie. Elle n'est pas dans la tradition, je vais dire, de la discipline. L'image est arrivée dans les années 70-80 avec la rénovation. Avant, dans les manuels, elle n'était qu'illustrative, absolument pas utilisée. Donc on est face à deux objets disciplinaires qui n'ont absolument pas le même statut. Et peut-être que c'est ce qui fait que du coup, il s'autorise à dire des choses sur l'image. Je pense à Anne-Marie Chartier qui disait l'apprentissage de la lecture est devenu une difficulté à partir du moment où il est devenu obligatoire. Peut-être que c'est ce que le commentaire subit. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Je pense qu'on va se contenter de ces questions, parce qu'en fait, dans la perspective de reprendre la discussion après la conférence, il y a un moment qui est prévu pour les discussions. Mais regardez votre... On répondra avec Kenitra. La question, moi, voilà, je vois bien tout l'intérêt, la signification de votre question sur la langue maternelle. Je dirais, ben là, à mon avis, il faudrait qu'on se mette au travail ensemble, parce que moi, je ne peux pas imaginer les conditions marocaines. J'ai une vague intuition comme ça, mais je crois que, à mon avis, ce qu'apprend cette volonté de croiser le regard sociologie didactique, c'est qu'il faut payer le prix du détail, il faut y aller, je dirais, et qu'on ne peut plus se contenter de discours surplombants. Celui que je tiens là, il est quand même, mais sans doute encore trop. Et je crois, moi ça m'est venu, j'étais professeur de philosophie à l'origine, et je disais à mes élèves à l'époque, ils étaient dans la terminale littéraire dans laquelle ils avaient 4 dissertations. Histoire-géographie, français, sciences économiques et sociales et philo. Je leur disais, mais je ne comprends pas. Certains d'entre vous ont des bonnes notes en histoire, en philo, ce que vous ramenez, ça va. C'est toujours la même chose. C'était la même chose pour moi. Ça n'était pas pour eux. Et j'étais très aveuglé tout le temps que j'étais prof. Voilà, après, la didactique m'a fait du bien. Mais malheureusement, j'ai plus les élèves, ou tant mieux pour eux. Mais je pense qu'il y avait cette fiction que il y a un discours comme ça universel et qui peut, une fois qu'on a compris des trucs, non, il n'y a pas de détour, il n'y a pas de transfert immédiat, parce que transférer suppose qu'on transfère de la même manière le cognitif, le culturel, le symbolique, et que c'est pas comme ça. Donc, moi je dis, si vous voulez, on se met au travail, vous mettez au travail avec d'autres, on répond à ça. Anna, ben oui, moi, il y a une sorte de vigilance épistémologique qu'on a les uns et les autres, et c'est pourquoi il faut travailler ensemble, parce que les choses qui sont sensibles aux uns ne le sont pas aux autres. Moi, dès que les élèves font une pétition dans l'espace public, je me dis, oh là là, j'ai lu Boltanski et cette théorie de la justification. Pourquoi les gens vont dans l'espace public pour dénoncer des choses dans des sociétés dans lesquelles maintenant on pense qu'il faut soi-même composer les principes, etc. Il y a toute une vision de sociologie constructiviste contemporaine qui fait que je me dis, là, les élèves, ils sont en train de construire la discipline à un autre niveau. Celle qui voudrait avoir, le type qui s'appelle Jean Valjean, qui dit on devrait nous donner Victor Hugo ou des grands classiques comme ça, le jour du bac, une espèce de normalisation extraordinaire, et qui en dit long, je crois, sur l'État. Le dernier point, pour ne pas être trop long, et je répondrai avec un autre exemple, je crois qu'il y a en effet des présupposés sur l'écrit, l'oral. On en parlait en venant d'ailleurs en français, en France où l'oral a rarement été enseigné en tant que tel, on se met à dire qu'il faudrait enseigner l'oral comme on enseigne l'écrit, parce qu'il requiert des capacités qui n'ont jamais été, qui sont apprises à l'extérieur de l'école, hein, et de manière très très différenciée
et différenciatrice pour les élèves. Mais moi, il y a un exemple que je trouve intéressant aussi, dans un autre genre, et pour peut-être vous aider à faire des ponts, et je m'en tiendrai là. En 1956, en France, même moi j'étais petit, en 1956, il y a un décret, je crois, qui a interdit le travail écrit sous forme de devoir dans le premier degré. On ne pouvait plus donner de travaux écrits pour des raisons hygiénistes. Les enfants sont fatigués, ils ont déjà une journée de travail, ça suffit, laissez-les tranquilles, vous-même adulte vous reposez. Et l'autre pour des raisons d'égalité, disant l'école essaie de mettre les enfants à l'abri des pressions sociales pour essayer de redistribuer le jeu de cartes sociales. Si on leur fait faire du travail à l'extérieur, alors on réintroduit les inégalités. Il y avait donc deux éléments puissants qui, pour un ministère aussi puissant de l'éducation nationale en France, n'ont jamais été appliqués. Jamais on a pu interdire les devoirs écrits à la maison. Et le texte disait, à l'exception des leçons. Ce qui voulait dire que pour les leçons, on faisait comme si ça allait de soi. Pour avoir fait depuis quelques observations à la suite de Christine Félix sur comment les élèves apprennent les leçons, on a un éventail absolument extraordinaire qui est déployé entre des élèves qui apprennent mot par mot, avec des parents de milieu populaire qui n'ont d'autre solution que, comme ils disent, d'être derrière eux et de traquer le moindre mot de travers, là où les enfants d'enseignants sont pris en charge par leurs parents dans des visions beaucoup plus compréhensibles, qui consistent à dire, mais d'après toi, pourquoi est-ce que ton enseignant il t'a donné cette leçon à apprendre, et quand penses-tu que tu vas avoir une interrogation, et quelle ressaisie vas-tu en faire, etc. C'est-à-dire nos enfants à nous, que nous sommes tout à fait capables de former à ça, mais de manière informelle pour le coup. Là, on revient au colloque d'André, et je pense qu'il y a plein d'impensés en réalité sur la nature et la facilité. Et cette question du détour par l'image, elle est assez emblématique. Viviane Isambert-Jamadi, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais un de ses travaux, qui a été pour la France une des sociologues du curriculum, malheureusement peu suivi, avait montré, elle avait fait quelque chose sur l'utilisation de l'audiovisuel par les enseignants, à l'époque où ça commençait à se répandre, et elle montrait que les enseignants qui réussissaient sont ceux qui réussissaient à didactiser l'audiovisuel pour en faire quelque chose de scolaire, là où d'autres le faisaient pour montrer à ses élèves qu'ils étaient restés des jeunes, alors à l'époque on n'employait pas le terme, mais qu'ils étaient comme eux, etc., ce qui avait des aspects élitistes absolument considérables, parce que si on ne doit apprendre à l'école que ce qui relève de l'expérience des élèves, alors c'est pas la peine de faire l'école, et il suffit de laisser se dérouler les mécanismes. Désolé d'être un peu long. Patrick a pu nourrir l'image d'un sociologue qui exerce une certaine responsabilité sur les disciplines scolaires, comme le ferait un didacticien qui prend en charge cette réflexion sur ce qui s'enseigne, ce qui s'apprend dans les écoles. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une nouvelle façon de penser les contextes d'enseignement à travers ce que tu appelles les registres. Et les registres, c'est un clin d'œil à la question de la conscience disciplinaire, à tout le travail qui est fait par nos différents collègues. Et moi, la question que je me pose toujours, c'est qu'est-ce que la sociologie peut apporter à l'éducation du français? Et dans l'exposé, c'est vraiment très éclairant là-dessus. Et moi, je comprends maintenant pourquoi Caroline invite Bernard Lahire à sa journée sur la lecture. J'en suis très convaincu. Ce sera vraiment un éclairage excellent sur la question de la lecture, sur des faits d'enseignement, d'apprentissage de manière générale. Merci Patrick. Donc on vous invite à une pause café. Après on va reprendre avec la conférence de Bernard Schwebli.